sur le sujet de l'entrepreneuriat féminin, donc avec des apports au niveau théorique, mais avec un intérêt fort pour le terrain. Donc, moi, je considère que le management, l'entrepreneuriat, ce n'est pas des sujets qu'il faut voir en dehors du terrain, ça n'a pas de sens. Donc, ce qu'on a fait, on a fait beaucoup de recherche-action, alors financées par notamment l'Europe sur beaucoup de projets, des recherches-actions qui visaient en fait à traduire les résultats théoriques en actions concrètes en fait sur le terrain. Donc, je vais prendre un exemple. On a par exemple aidé à monter le réseau Diane, peut-être que certaines d'entre vous connaissent. C'est un réseau en partenariat avec l'Union des classes moyennes à l'époque. Et ce réseau de femmes entrepreneurs, c'était un des premiers en Belgique dédié aux femmes entrepreneurs et il existe encore à l'heure d'aujourd'hui. Donc là, on a accompagné ce processus-là. Donc toujours, qu'est-ce qui m'a amené sur le sujet? D'abord, le fait que les femmes entrepreneurs devraient pouvoir suivre des parcours sans être face à des difficultés liées au genre. Et puis, l'idée qu'il faut soutenir, pas les femmes, je vais y revenir, mais éliminer, en tout cas supprimer ces barrières ou ces freins qui peuvent voir le jour dans l'environnement. Mais j'y reviendrai sûrement par la suite. Je ne vais pas déborder. Et justement, on parle d'entrepreneuriat féminin, mais qu'est-ce qui distingue l'entrepreneuriat féminin dans l'entrepreneuriat classique? Alors, ça, c'est une question qu'on pose souvent. Alors, je vais y répondre en deux temps. Alors, ce qui distingue l'entrepreneuriat féminin de l'entrepreneuriat classique, pendant longtemps, en fait, dans les premières recherches qui ont été menées sur le sujet, y compris la nôtre, on s'est intéressé aux différences d'ordre psychologique entre les femmes ou biologiques, ou vues comme naturelles entre femmes et hommes, par exemple en comparant leur degré d'aversion au risque, leur degré de compétitivité ou d'agressivité, ou différents traits psychologiques donc, entre femmes et hommes. Alors, ces recherches-là, il faut savoir qu'elles ont été très peu conclusives. Les constats sont très, très hétérogènes entre les recherches. Certains confirment des différences, d'autres infirment des différences, d'autres n'ont pas de résultats concluants, significatifs. Et donc, à partir de là, on s'est dit, dans la communauté de recherche sur l'entrepreneuriat des femmes, on s'est dit, en fait, c'est pas vers là qu'il faut chercher, c'est plutôt, on va se pencher sur ce que moi j'appelle, et d'autres aussi, le genre. Alors ça, ce mot-là, il a été introduit dans la littérature anglo-saxonne au départ, puis il a été repris dans la littérature francophone, pas parce qu'on aime bien les mots anglais, mais parce qu'il permet de distinguer ce qui relève des différences sexuées, donc liées au sexe, donc d'ordre biologique, et puis ce qui relève des différences sociales, donc liées au genre. Et donc moi j'aime beaucoup ce terme-là parce que ça permet de pointer vers des différences donc socialement construites. Qu'est-ce que c'est ça? C'est se demander qu'est-ce qu'il y a derrière ce qu'on entend par être une femme entrepreneur ou être un homme entrepreneur? Qu'est-ce qu'on entend par féminin ou masculin? Quelles sont nos perceptions, nos stéréotypes, nos préjugés? Comment est-ce que ça influe en fait sur les attentes qu'on va avoir par rapport aux femmes ou aux hommes dans la société? Alors en entrepreneuriat plus spécifiquement. Et donc cette distinction-là, pour répondre à ta question, donc ce qui distingue l'entrepreneuriat féminin de l'entrepreneuriat masculin, c'est les différences sociales qu'il peut y avoir dans l'environnement de ces femmes et de ces hommes entrepreneurs et qui ne vont pas être les mêmes réalités pour les femmes et pour les hommes dues à des phénomènes de genre en fait. Donc je vais prendre un exemple concret. On a pas mal travaillé sur l'éducation, notamment à l'entrepreneuriat ou l'éducation des filles et des garçons dès le plus jeune âge. Il y a des phénomènes de socialisation, d'éducation qui sont différentes en fonction, encore à l'heure d'aujourd'hui, en fonction du genre et qui vont influer sur les orientations scolaires, sur les choix professionnels, sur les choix sectoriels que vont faire les femmes et les hommes. Un autre exemple, c'est celui du financement. Et après, je m'arrêterai là. Je sais que je suis un peu plus longue que ce qu'on avait dit. Le financement, on se rend compte en fait qu'il y a des cercles vicieux en fait qui se mettent en place. C'est-à-dire, les femmes entrepreneurs, une recherche en 2007 déjà qu'on avait menée montrait des freins, des barrières à l'accès au financement. Et puis les femmes qui demandaient de plus petits montants pour faire court. Et on s'est intéressé, alors il y a peut-être des phénomènes de discrimination directe, mais en fait très peu. Ce qui se passe surtout, c'est des préjugés, des stéréotypes, des biais inconscients parfois de part et d'autre, de la part des femmes d'un côté et puis de la part des intermédiaires du financement de l'autre, qui vont en fait se renforcer mutuellement. Les femmes vont peut-être demander moins
de montants importants parce qu'elles s'attendent aussi à en recevoir moins, et puis ça va renforcer le stéréotype comme quoi elles leur demandent moins de montants. Il y a aussi le fait que peut-être elles n'ont pas besoin de ces montants-là, donc il y a aussi un préjugé de la part des scientifiques qui ont travaillé sur le sujet de dire il faut le plus de montants possible, le plus de croissance possible. Ce n'est pas le cas pour tous les secteurs, ce n'est pas le cas dans toutes les réalités, donc il faut faire attention au jugement qu'on porte aussi. Et donc, pour en venir à ta question, dans les différences qu'on peut observer à ce niveau-là, au niveau du financement, elles sont plutôt dans l'environnement, mais aussi dans les interactions interpersonnelles entre femmes, hommes entrepreneurs et intermédiaires du financement. Et donc, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut travailler au niveau de ces intermédiaires-là. Donc, par exemple, on a monté un projet avec le Women Equity for Growth. Là, c'est à Paris que ça se passe. C'est une association qui vise à promouvoir en fait les PME de forte croissance gérées par les femmes. Et donc, moi, j'étais dans le comité scientifique qui identifie en fait les 50 entreprises, les 50 PME à plus forte croissance chaque année et qui les met à l'honneur. Pourquoi? Pour ensuite jouer comme un modèle de rôle. Le modèle de rôle, c'est extrêmement important aussi. Pour d'autres femmes gestionnaires de PME, et puis du côté du financement, pour aider aussi, soutenir le financement de ces PME-là, évidemment. Voilà. Justement, quand on parle d'exemples concrets, dans l'observatoire que tu es en train de mettre en place, donc l'observatoire qui tend à soutenir des projets d'entrepreneuriat féminin, est-ce que tu peux nous décrire un peu comment ça se traduit concrètement, ce soutien? Oui. Alors, en préalable, peut-être distinguer deux choses. Il faut savoir qu'on a deux dispositifs qu'on est en train de mettre en place en parallèle au sein de notre équipe de recherche. Donc, ça c'est composé il n'y a pas que moi là, on est plusieurs professeurs en entrepreneuriat et on est en train de monter une chaire en entrepreneuriat, ça c'est la première chose, et avec un axe qui va être sur l'entrepreneuriat et le genre que je vais coordonner. Là, cet axe-là, ça va être pour finalement mener ces recherches fondamentales, plus théoriques sur le sujet et apporter des connaissances pointues sur l'entrepreneuriat féminin, sur les dynamiques de genre en entrepreneuriat. Je préfère cette formulation-là. L'observatoire, lui, c'est donc un second dispositif qui est finalement la mise en pratique des connaissances qu'on va acquérir via la chaire et via d'autres organismes. Il y en a d'autres ici à Montréal, au Québec, puis à l'international, avec qui on est en contact et qui produisent ces connaissances pointues sur l'entrepreneuriat et le genre. Donc, l'idée de l'observatoire, ça va être de s'ancrer dans ces recherches fondamentales et puis de les traduire, de les utiliser pour accompagner les acteurs, les actrices de terrain, en fait. Donc, toute l'idée de l'observatoire, ça va être premièrement d'informer l'écosystème entrepreneurial québécois, et puis deuxièmement, de l'accompagner, ce système, pour qu'il devienne de plus en plus équitable, de plus en plus inclusif. Et alors, par accompagner le système, concrètement, c'est quoi? C'est ce que j'appelle, moi, de la recherche-action ou de la recherche partenariale. L'idée, ça va être de travailler avec les acteurs, les actrices de terrain, voir quels sont leurs besoins spécifiques. Alors, on est loin des données macro sur l'entrepreneuriat des femmes qui sont extrêmement utiles, qui informent énormément sur les réalités. Mais on en est loin, on est sur quels sont les besoins de terrain pour arriver à monter, par exemple, un programme de mentorat inclusif en termes de genre. Quels sont les besoins d'un organisme de financement qui veut revoir ses critères de sélection pour assurer un équilibre femmes-hommes dans les dossiers de financement, par exemple. On est sur ce genre de questions et toute l'idée, ça va être d'identifier les besoins puis d'accompagner ces acteurs et ces actrices de terrain pour mettre en place en fait ces dispositifs ad hoc sur base évidemment des connaissances scientifiques dont je parlais d'une part plus fondamentale, mais aussi des réalités de terrain. C'est de faire un peu le lien entre théorie et terrain. Voilà. Et là, plus concrètement, on a 3 axes, peut-être, mais je ne sais pas si j'ai le temps d'expliquer un peu, mais très rapidement, on a un axe qui vise vraiment à travailler avec les entreprises familiales. Pourquoi? Parce que les entreprises familiales, il faut savoir que selon la définition qu'on en a, c'est entre 70 et 90% des entreprises, hein, c'est énorme, c'est le tissu économique du Québec, puis à l'international, on a le même genre de tendance. Donc, de travailler sur l'inclusion finalement des filles et des garçons de la jeune génération
dans les processus de succession. Ça, c'est un premier axe. Pourquoi? Parce qu'ils sont vecteurs d'innovation et de renouvellement stratégique. Deuxième axe, ça va être de travailler sur la diversité alors, de l'écosystème, alors non seulement en termes de genre, mais en termes d'autres facteurs de diversité comme l'âge, le contexte d'immigration, la situation familiale, et de voir comment ces facteurs-là se croisent et comment on accompagne des entrepreneurs qui sont dans des réalités très, très différenciées au niveau des contextes. Et puis, le troisième axe, c'est au niveau des collaborations, des réseaux. Donc, moi, je travaille pas mal sur ça donc, dans les dernières années. Les femmes entrepreneurs, on a une recherche qui se termine là tout doucement, qui montre en fait que la façon de mobiliser les réseaux est assez spécifique. Elle se base beaucoup sur les liens forts, ce qu'on va appeler les liens forts dans la littérature, avec des réseaux très serrés, très intégrés de relations. Et longtemps, on a considéré ça comme une faiblesse en fait dans la littérature. Et ce que notre recherche tend à montrer, c'est que en fait, ça peut être un levier à certaines conditions. Et donc, ce serait de travailler sur ces stratégies innovantes basées sur les partenariats, les collaborations que les femmes entrepreneurs mettent en place. Voilà, ça, c'est les trois axes. Je pense que tu l'as un peu déjà évoqué, mais si je ne dis pas de bêtises, ben, ici, tes recherches sur l'entrepreneuriat féminin, elles se distinguent quand même de ce qui a été fait précédemment. Et puis, on voit que l'entrepreneuriat féminin, ben, les recherches sur le sujet, ce n'est pas nouveau. Alors, oui, oui, je l'ai évoqué déjà un petit peu. Alors, c'est mes recherches, oui, on est plusieurs quand on a travaillé dans cette mouvance-là. Hein, on ne va pas exagérer, je ne suis pas toute seule. Mais ce qu'on essaye de faire, alors, ça fait 30 ans, effectivement, que les recherches sur l'entrepreneuriat féminin existent. Et bien plus longtemps d'ailleurs que les femmes entrepreneurs sont très actives, même si ce n'était pas visibilisé au départ. Hein. Il faut savoir que l'entrepreneuriat des femmes ne démarre pas avec la recherche, mais longtemps avant. Donc ça fait 30 ans. Et puis sur ces 30 ans, ce qu'on a montré tant au Québec, en Belgique, en France, on s'est beaucoup attardé, en grande partie, sur les freins, les difficultés que rencontraient ces femmes dans leur environnement. Des problématiques en termes de stéréotypes, de genre, de préjugés, de freins à la formation, au réseautage, au financement. Donc là, on commence à les connaître très bien. Et ça fait, je vais dire, une petite dizaine d'années que le focus s'est porté beaucoup plus sur les stratégies individuelles des femmes entrepreneurs. Comment est-ce qu'elles mettent en place leurs projets, comment se traduit l'innovation dans leurs projets, enfin, différentes un regard un peu plus positif, un peu plus proactif sur le sujet. Et là, j'ai repris, en fait, en préparation de ce webinaire, j'ai repris une phrase que j'aime beaucoup d'un papier qui a été publié dans une des plus grandes revues en management, qui date de 2009, donc c'est pas nouveau. Mais je vais vous le lire parce que ça permet vraiment de comprendre l'optique dans laquelle je me place. Donc, ces auteurs-là, donc c'est Kallas et Smircic en 2009, qui disent « En considérant l'entrepreneuriat uniquement en tant que phénomène fondé sur des valeurs économiques, des valeurs de marché, on passe à côté, en fait, de dynamiques de contexte qui font que l'entrepreneuriat, il est utile pour certaines personnes spécifiques, dans certains lieux spécifiques et pour certaines raisons spécifiques aussi. Et l'entrepreneuriat, oui, il est vecteur économique, ça c'est sûr, mais il est aussi un vecteur énorme de changement social. Et en particulier, l'entrepreneuriat des femmes est vecteur de ce changement social ou sociétal qu'on peut mettre en place. Pourquoi? Parce que via l'entrepreneuriat des femmes, on peut revoir les rôles qu'occupent les femmes et les hommes dans la société, la façon d'interagir, la façon de penser des écosystèmes entrepreneuriaux. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là que moi, je me place, et puis d'autres aussi avec qui je travaille, qui visent en fait à aller plus loin encore que les stratégies individuelles, à se dire, mais c'est quoi les stratégies collectives qu'on peut mettre en route, les liens qu'on peut créer pour rendre cet écosystème plus inclusif, plus équitable en termes de genre. Donc, on n'est pas sur l'individu, on est vraiment sur le contexte. Et évidemment, ces recherches-là sont également utiles aux entrepreneurs, mais de façon plus indirecte. On travaille d'abord avec les intermédiaires, finalement, de la formation, des réseaux, de l'accompagnement à l'entrepreneuriat pour voir comment améliorer le système. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, il me semble que c'est très clair. Enfin, on parle d'innovation. D'après toi, comment elle peut se manifester dans l'entrepreneuriat féminin? Alors, là, je vais répondre, donc je vais donner quelques exemples concrets à cette question-là, puis je passerai, je pense, la parole à Carole Deweer qui va
je pense, donner un exemple vivant de cette innovation. Donc, l'innovation, en fait, pourquoi est-ce qu'on a intitulé ça entrepreneuriat féminin, gage d'innovation? Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs recherches qui ont mis en évidence le fait que les entrepreneurs atypiques dans un contexte donné étaient plus innovants que la moyenne. Donc, il y a notamment un livre qui est sorti en 2019 alors là, je triche, je ne me souviens plus du nom, c'est Silver Berzinger, pardon, j'ai un problème avec les noms. Donc, Silver Berzinger qui a sorti 10 parcours atypiques d'entrepreneurs. Il faut savoir que sur les 10 parcours, il y en a 6 qui sont des femmes. Donc, moi, avec grand plaisir, j'ai découvert ce bouquin. Et il retrace en fait ces parcours d'entrepreneurs atypiques en montrant le fait que ces entrepreneurs, alors c'est pas seulement des femmes, hein, il y a des entrepreneurs issus par exemple, de minorités racisées, de personnes issues de l'immigration, de personnes qui à un moment ou un autre se retrouvent aux frontières, alors soit hors du système, soit aux frontières de ce système. Ils ne sont pas au cœur du système qui a été historiquement construit finalement par des entrepreneurs masculins si on remonte 30 ans en arrière. Et ces entrepreneurs vont en fait développer des stratégies innovantes, pour le coup, qui leur permettent quelque part de contourner ce qui les place à la frontière de ce système pour finalement y entrer par des voies un peu détournées. Donc, ça, c'est un peu le point théorique. Hein. Pourquoi est-ce qu'on parle d'innovation dans le cas des femmes entrepreneurs? Concrètement, parce que ta question, je pense, était plus sur le concret, je vais donner peut-être 2 exemples. Une recherche que je mène actuellement sur les réseaux, j'en ai touché un mot un petit peu auparavant. Donc, c'est au Luxembourg qu'on a collecté ces données-là. On a travaillé avec des femmes entrepreneurs qui, en fait, au lieu de faire croître leurs entreprises, travaillent plutôt en ce qu'on va appeler freelance, en indépendante, et puis se mettent en partenariat avec différents acteurs et actrices de la société, d'autres femmes entrepreneurs, d'autres entrepreneurs, parfois aussi des associations privées, des associations ou des autres entreprises du privé. Donc, elles montent des partenariats pour pouvoir concurrencer sur des projets, des appels à projets, par exemple, de grosses multinationales. Et en fait, on a travaillé avec le réseau des femmes entrepreneurs luxembourgeoises et on a mis en évidence ce qui, dans la façon de réseauter, permettait en fait des collaborations de longue durée basées sur les liens forts dont je parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est un type d'innovation particulier, c'est vraiment l'innovation en termes de réseautage. Un autre exemple, j'en ai parlé un petit peu aussi tout à l'heure, c'est dans les entreprises familiales. On a aussi montré dans une recherche qu'on mène actuellement, qui est en cours, donc les résultats sont encore intermédiaires, on va dire, que lorsqu'on incluait les filles de l'entreprise familiale dans les systèmes de gouvernance, puis dans la succession, dans les processus de succession, eh bien, l'innovation de l'entreprise, puis son renouvellement au niveau stratégique était renforcé par différents mécanismes. Un dernier exemple, peut-être en Belgique, on a travaillé aussi avec le réseau Perle, je ne sais pas si certaines d'entre vous connaissent, c'est un réseau de femmes qui sont dans le secteur de la construction. Et ce réseau-là, il s'est monté au départ pour permettre à ces femmes de se rencontrer dans un secteur où elles étaient extrêmement minoritaires. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que ces femmes se sont rendues compte qu'il y avait un problème, une pénurie de main-d'œuvre, ça tout le monde le savait, hein, dans le secteur de la construction. Mais ce qu'elles ont fait, elles ont développé des actions très fortes pour recruter en fait des filles, des femmes dans ce secteur de la construction. Et ces actions ont porté leurs fruits. Et puis, ce réseau Perle, finalement, a travaillé avec les secteurs plus traditionnels, avec les réseaux plus traditionnels, du secteur de la construction en Belgique, pour mettre en place des programmes assez importants de recrutement de cette main-d'œuvre. Donc là, on est aussi sur, finalement, de l'innovation, mais au niveau sectoriel, pas au niveau d'une entreprise. C'est en lien avec les réseaux aussi, d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Donc voilà 3 exemples. Et puis, peut-être un petit dernier, on s'est rendu compte aussi que, de nouveau en lien avec différents mécanismes de genre, les femmes entrepreneurs étaient aussi en moyenne plus conscientes finalement des enjeux en termes de diversité, en termes de responsabilité sociale dans les entreprises.
Et puis, il y a aussi pas mal d'innovations au niveau de la gestion des ressources humaines dans ces entreprises, au niveau de la gestion de la diversité, notamment. Ça, c'est une collègue française, Catherine Léger-Jarniou, qui a travaillé pas mal sur ce sujet-là. Et c'est très intéressant de voir tout ça. Et donc, je vais m'arrêter là parce que j'aimerais bien entendre aussi Carole Dewer. Je pense qu'il va être plus proche du terrain, puis nous amener un éclairage pratique sur le sujet. Pardon, Polémie, je crois que j'ai introduit à ta place. Non, non, mais c'est très bien. Merci, merci Christina. Ouais. Ben justement, comme on parle d'innovation, Carole, vous avez lancé Cocooning Love et je pense que c'est une entreprise de cosmétiques, mais qui est innovante. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment elle est innovante et comment elle se distingue des autres? Oui, bien sûr. Donc, Cocooning a eu 5 ans en décembre. Donc, quand on recule d'il y a 5 ans, en fait, je trouvais que les produits naturels étaient avec une image pas trop attrayante, en fait, très vert, très grano et tout. Et je voulais rendre ça, en fait, attirant. Vraiment avoir une belle image de marque. Donc, avoir des produits qui sont sains pour soi, sains pour l'environnement et tout en étant beaux, en fait, pour le consommateur. Donc, j'ai commencé avec ça tranquillement avec 3 produits. Là, maintenant, on est rendu avec une quarantaine de produits, donc ça va vraiment bien. Mais côté innovation, c'est vraiment l'éco-responsabilité qui me tient à cœur, vraiment. Donc, on va prendre des contenants en verre qu'on va pouvoir réutiliser, laver. On a des contenants en carton. On a aussi des produits qui sont zéro déchet, donc avec des boîtes ensemencées. On peut planter la boîte après, donc l'emballage se plante avec des shampoings en barre, des revitalisants en barre. Donc, vraiment pour limiter le plus possible les déchets et le plastique, en fait. Donc, c'est ça, on voulait rendre l'image attirante. Et avec mon nom, Cocooning Love, en fait, je voulais que quand le monde prenne des moments cocooning, ben, pense à moi, en fait, pense à ma ligne, à ma compagnie. Donc, ça fonctionne assez bien, mais c'est pas mal ça. Puis, on voulait avoir des prix honnêtes, être transparent, que les ingrédients soient faciles, en fait, à comprendre. Donc, c'est ça. Comment a germé cette envie d'entreprendre, de devenir vraiment entrepreneur chez vous? En fait, j'ai grandi dans une famille d'entrepreneurs. C'est sûr que ça aide. Je pense pas que ça a germé en moi. Je crois que je suis née avec ça. J'aime pas la routine. J'ai jamais vraiment aimé l'école. J'étais bonne à l'école, mais j'aimais pas la routine. Quand je travaillais, quand j'étais plus jeune, je gardais mes emplois entre 6 mois et 1 an. Je me suis vite rendu compte que j'aimais pas avoir quelqu'un au-dessus de moi, en fait, avoir des ordres. Donc, j'ai parti ma première entreprise à 21 ans. J'ai fait un cours en lancement d'entreprise. Donc, j'ai parti ma première entreprise à 21 ans. Une boutique spécialisée en skateboard. Donc, ça n'a vraiment pas rapport avec ce que je fais présentement. Ensuite, j'ai vendu mes parts. J'ai racheté un salon d'esthétique que j'ai revampé, que j'ai revendu, bref. Et ensuite, j'ai déménagé à Montréal pour ouvrir le commerce familial. Et à temps perdu, vu que j'aime les projets, j'aime avoir toujours du nouveau, vu que j'aime pas la routine, j'ai parti la fin de semaine, les soirs, Cocooning Love, par plaisir, vraiment. C'était mon passe-temps, j'aimais ça. Ma famille est dans les produits aussi depuis longtemps, donc j'avais déjà une bonne base. Puis de fil en aiguille, là, ça fait 2 ans que je suis à temps plein pour la compagnie. On a à peu près plus de 200 points de vente au Québec. Donc, je suis contente. Là, on va commencer le Canada anglais tranquillement. Ouais, donc vraiment une famille d'entrepreneurs, comme disait Christina. Exactement. Et je ne savais pas qu'il y avait autant un gros pourcentage, en fait, de familles entrepreneurs. Donc, nous aussi, moi, en fait, je travaille avec mes parents et mon petit frère dans la compagnie. Donc, c'est vraiment très familial aussi encore ici. Je pense que ça se ressent également parce que c'est ça, c'est vraiment notre deuxième maison, finalement. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait faciliter l'entrepreneuriat féminin? Est-ce qu'il y a des facteurs qui pourraient être mis en place pour aider les femmes à entreprendre? Euh, le premier conseil, si je peux donner des conseils, en fait, c'est d'avoir confiance en soi. On dirait que les femmes, on a toujours un peu moins confiance, on hésite un peu, donc vraiment, d'avoir confiance,
comment je pourrais dire ça? Avoir de l'assurance, en fait, vraiment. Là. Comme exemple, on prend le financement. Quand on arrive chez le banquier, ben, de vraiment savoir ce qu'on veut, de ne pas hésiter. Si le banquier ne nous prend pas au sérieux, ben, de s'en aller, d'aller en avoir un autre, finalement. Même chose avec les fournisseurs. De vraiment bien s'entourer avec des gens qui croient en soi, qui vont nous pousser vers le haut, finalement. À part ça, quand on n'a pas trop confiance ou qu'on veut avoir des outils et tout, les podcasts, il y a plein de livres aussi sur la confiance. Il y a vraiment, on peut aller chercher des groupes d'entrepreneurs sur Facebook. Il y a exemple, il y a les femmes de tête sur Facebook. Ce n'est qu'un groupe de femmes qui vont s'aider entre eux, qui se donnent des conseils. Donc, vraiment de regarder ça, de participer aux événements d'entrepreneurs aussi, de se faire un réseau. Ça aide beaucoup, mais surtout d'avoir confiance en soi, d'y aller. Là. Oui, oui, c'est vraiment intéressant tout ça. Carole, est-ce que vous avez un petit mot pour conclure? D'y croire, de persévérer. Quand on veut, on peut. J'ai jamais lâché. Ça peut être long des fois, mais quand on veut vraiment, on réussit. Là. Merci, merci Carole, merci Christina. C'était vraiment très intéressant. Maintenant, est-ce que il y en a certains qui auraient peut-être des questions pour nous inviter? Donc, vous pouvez prendre soit l'écrire dans le chat, soit ouvrir votre micro et poser directement votre question. S'il n'y a pas de questions, on va conclure comme ça. Juste pour vous dire que le webinaire a été enregistré. Ah, si j'ai peut-être une question de Louise. Oui. Oui, pardon, excusez-moi. Bonjour, Louise, doctorante du coup à Dauphine comme Catherine Léger-Jarny en gestion. J'avais juste une question pour vous, Christina. Est-ce que vous vous intéressez, est-ce que vous faites une distinction dans vos recherches entre l'entrepreneuriat féminin juste fait par des femmes, ou est-ce que vous avez aussi un focus sur l'entrepreneuriat potentiellement féminin, mais dont l'objet a une visée concernant l'égalité femmes-hommes, ou du moins une visée féministe? Alors, la fin de la question n'était pas audible, mais si j'ai bien compris, c'est est-ce que je m'intéresse aussi à l'entrepreneuriat en général, avec les dynamiques de genre dans cet entrepreneuriat-là? C'était ça la question? Oui, du moins l'entrepreneuriat qui, dans son objet ou dans les produits et services qui en résultent, ont une dimension féministe. Oui, ok, merci, parce qu'on avait vraiment perdu la fin de la question. Alors, on travaille, moi alors, je m'intéresse beaucoup effectivement aux produits et aux services qui ont cette dimension féministe, mais ça, c'est vraiment un projet de recherche en ébauche, on va dire, d'accord? Donc, on s'intéresse en fait à tout ce qui est les produits et les services vus finalement comme féminins ou féminins. Alors, vu que c'est en ébauche, c'est pas encore cadré correctement. Donc là, je vais vous partager les idées en cours. Donc, on a d'une part tout ce qui est produits et services vus comme féminins. Donc, on peut penser par exemple aux produits liés à la maternité, notamment, qui ont été pas mal développés au sein d'entreprises gérées par des femmes, en fait, comme continuité de leurs préoccupations durant la période de maternité. Il y a d'ailleurs des collègues françaises qui travaillent aussi sur cette question des mampreneurs. Donc, et puis, il y a d'autre part tout cet entrepreneuriat féminin à visée féministe, à visée donc ce sont par exemple des femmes académiques qui vont à un moment lancer des actions, donc vraiment des actions entrepreneuriales en faveur de plus d'équité, d'égalité femmes-hommes dans la société. Donc vraiment des projets entrepreneuriaux féministes. Et donc ce serait de s'intéresser aux motivations de ces entrepreneurs-là, de ces femmes entrepreneurs, et puis au lien finalement entre leurs valeurs, leur système de valeurs, et puis le type de produits, de services qu'elles vont mettre en place. Donc oui, c'est extrêmement intéressant, je trouve, comme projet. Mais je pense que vous travaillez aussi en lien avec ça.
Donc, je propose qu'on continue la discussion aussi académique par ailleurs. Je sais pas si Avec plaisir. j'ai répondu à votre question, j'essaie de faire court pour ne pas... C'est très bien. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va conclure là-dessus. Encore une fois, merci Carole, merci Christina, et puis merci à tous d'avoir participé. Comme l'a dit Olivier au début de la présentation, notre prochaine activité sera un 5 à 7. Ah, Alexandra a encore une question, désolée. Pas grave, pas grave. Oui, moi en fait j'avais une question parce que du coup, ça fait 10 ans que j'habite au Québec, puis j'ai encore des liens avec la Belgique, puis je vois il y a vraiment une différence phénoménale au niveau de l'entrepreneuriat féminin, dans le sens où, je le vois dans mon entourage, il y a énormément de femmes entrepreneurs ici, très peu en Belgique. Est-ce qu'on... oui, il y en a aussi, mais en tout cas dans la jeune génération, moins. Dans les gens de mon âge, est-ce qu'il y a quelque chose qui explique ça ou... Alors, oui, j'ai toujours mon micro, c'est bon. Tout d'abord, il n'y a pas... Alors, là, il faut vraiment être précis parce qu'il n'y a pas moins ou plus d'entrepreneurs femmes au Québec versus la Belgique. Donc, si je reprends les chiffres, c'est léger, on va dire, c'est léger. On a dans le travail autonome au Québec, alors c'est très difficile de faire des comparaisons chiffrées aussi parce que les statuts sont différents. Donc, quand on parle de travail autonome au Québec, ce n'est pas nécessairement l'équivalent du travail indépendant qu'on va appeler en Belgique. Donc, il faut faire attention avec les chiffres. Mais globalement, il y a 37% selon des chiffres de 2019 là, qui ont été dernièrement sortis donc, par le WEC, ici au Québec. Il y a 37% de femmes entrepreneurs dans le travail autonome, 15% de femmes entrepreneurs gérant des PME avec employés. En France, c'est 30% de femmes entrepreneurs dans le travail indépendant. Et puis en Belgique, c'est 30% aussi de femmes entrepreneurs, donc travail indépendant. À la direction de PME, c'est très, très difficile de se faire une idée parce que les données sur les dirigeants, on n'a souvent pas le sexe en fait dans les bases de données. Donc, c'est issu d'enquêtes menées auprès de larges échantillons, mais ce n'est pas nécessairement des chiffres corrects au niveau statistique. Mais voilà, l'estimation en Belgique et en France d'ailleurs des dirigeantes de sociétés avec employés, c'est aussi autour de 15%. Donc, en fait, on a plus ou moins 30%, allez, 37% au Québec de femmes indépendantes ou travailleuses autonomes, et puis un 15% environ de femmes dirigeantes de sociétés avec employés. Donc, en fait, on a quand même statistiquement des chiffres qui sont plus ou moins équivalents de part et d'autre de l'Atlantique. Après, je suis d'accord avec vous sur le fait que l'entrepreneuriat féminin ici au Québec est largement plus visible, en fait, qu'en Belgique, où ça reste encore peu visibilisé, peu mis de l'avant, malgré plein d'initiatives qui sont mises en avant. Je ne veux pas non plus critiquer tout ce qui se passe en Belgique, ce n'est pas l'idée, mais effectivement, on a un entrepreneuriat des femmes ici au Québec qui est beaucoup plus visible, beaucoup plus mis de l'avant, beaucoup plus réseauté, si je peux utiliser ce mot-là, plus ancré dans les réseaux mis en place. Et donc, qu'est-ce qui explique cette différence? Alors, je pense que d'une part, il y a eu l'effort finalement au Québec qui a été mis sur l'entrepreneuriat des femmes. Il a 10 ans d'avance. Je pense que c'est une partie de l'explication qui réside là. C'est-à-dire que, donc, fin des années 80, les premières recherches ont lieu sur le sujet par Hélène Ligosselin, Paul Griset et d'autres, Colette Aubry aussi. Et donc, ces recherches-là vont être reprises ensuite, vont être développées par des organismes comme la Banque de développement du Canada, par différents organismes au Québec puis au Canada, qui vont aussi mettre en place des recherches, des études orientées vers l'action, donc durant toute la décennie 90 en Belge. Toute cette décennie-là, où il va y avoir vraiment un soutien énorme à cette visibilité de l'entrepreneuriat des femmes ici au Québec, alors qu'en Belgique, il n'y a rien du tout pendant cette période-là.
je vous l'ai dit, la première recherche en Belgique, c'est la nôtre et aussi celle de collègues à l'Université de Liège qui sortent en même temps en 2003. Et c'est vraiment le début finalement de ce travail autour de cette visibilité de l'entrepreneuriat des femmes qui va avoir lieu pendant la décennie 2000, donc beaucoup plus récemment. Donc je pense qu'une partie de l'explication, elle réside là d'un point de vue historique, hein, du point de vue que c'est beaucoup plus développé. Donc on a aussi plus d'organismes qui se sont mis en place, les fédérations des femmes chefs d'entreprise, Femmes Essor, différents organismes qui vont soutenir cet entrepreneuriat féminin. Ce qui en Belgique est plus récent finalement. Donc ça c'est une partie de l'explication. Alors peut-être qu'une autre partie, elle est aussi au niveau de la société québécoise. Et là, je prends des pincettes parce que ça fait que 2 ans que je suis là, mais c'est basé sur différentes lectures que j'ai faites. Donc là, je me tourne vers vous qui vivez ça depuis plus longtemps. Mais la société québécoise, le mouvement féministe dans la société québécoise est beaucoup plus fort, enfin je le perçois en tout cas comme ça, beaucoup plus fort qu'en Belgique ou même en France, quoique je ne me risquerai pas là. En Belgique en tout cas, où le mouvement féministe existe, mais il a moins de légitimité, moins de crédibilité, il n'a pas encore cette assise qu'il y a au Québec au niveau des mouvements féministes qui viennent aider en fait, je pense aussi soutenir cette visibilité de l'entrepreneuriat des femmes. Ça, c'est des pistes que je lance. Je n'ai pas étudié la question, donc restons prudents, mais c'est des pistes que je lance pour expliquer cette différence-là qu'on perçoit au niveau des 2 contextes. Mais ce serait intéressant de faire une étude comparative sur ces sujets-là. France, Belgique, Québec, par exemple. Ça pourrait être l'occasion d'un prochain webinaire. Oui. Est-ce que d'autres personnes avaient des questions avant que je termine ma phrase de conclusion? Donc, si personne d'autre n'a de questions, je vous remercie encore à toutes et tous pour votre participation. Et c'est ça, comme l'a dit Olivier, notre prochaine activité pour le CABQ, ça sera un 5 à 7 virtuel. Je ne sais pas si Olivier, tu as déjà la date. Ah, ton micro. Olivier, on ne t'entend pas, tu n'as pas ton micro d'allumé. Le 1er mars. Ah voilà, le 1er mars. Ben donc, 1er mars, c'est notre prochaine activité. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? N'hésitez pas à aller sur notre site internet et puis vous abonner à notre infolettre et vous connecter sur nos réseaux sociaux pour avoir toute l'actualité du CABQ. Je vous remercie. Je ne sais pas si, Olivier, tu veux dire un petit mot pour conclure. Oui, merci en tout cas. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis, on espère vous revoir très bientôt. Merci. Merci à tous. Bonne journée. Merci beaucoup.